Bonjour à tous. Donc maintenant nous allons présenter cette méthode à trois. Et donc on va commencer déjà par se présenter tous les trois et ensuite on interviendra, on va dire les uns, enfin voilà, simultanément tous les trois pour présenter. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Voilà, donc je commence à me présenter. Donc Gilles Galopin, je suis enseignant-chercheur à AgroCampus Ouest. On va dire aujourd'hui spécialisé sur les services écosystémiques du végétal dans l'espace urbain, avec tout particulièrement l'importance de l'arbre urbain et en relation, je veux dire, avec le sujet qu'on traite aujourd'hui. J'ai été co-directeur d'une thèse qui a été soutenue début de l'année, en partenariat notamment avec Plantes et Cités, dont le titre était « Étude in situ du processus de contribution cognitivo-comportementale et affective d'une expérience de nature favorable à la santé mentale et au bien-être », donc thèse soutenue par Bastien Vajou. Voilà, donc je vais laisser présenter mes deux collègues. Bonjour à toutes et à tous, donc Nathan Béziot. Pour présenter brièvement, je suis ancien étudiant à AgroCampus Ouest. Donc j'ai commencé à travailler sur ce projet dans le cadre de mon stage de fin d'études à l'été 2019, mais le projet était déjà amorcé à cette époque-là. Et j'ai continué finalement avec tous les partenaires du projet à développer la méthode et effectivement effectuer les tests sur le quartier, principalement de Saint-Lô. Je laisserai Jeanne présenter effectivement les exemples concernant le quartier de la Roseraie. Donc moi, je suis actuellement contractuel chez Plantes et Cités pour travailler sur la suite et le développement du projet également. Bonjour, moi c'est Jeanne Beauzière. Pour vous expliquer, j'ai travaillé lors de mon stage de fin d'études sur ce projet en été 2020. Et je suis aujourd'hui là pour vous présenter les exemples de la Roseraie. Et actuellement, je suis chargée d'études à l'École supérieure d'agriculture. Je vais laisser la parole à Gilles pour continuer à présenter les différentes parties. Voilà, donc, alors, on va maintenant vous présenter la méthodologie qui est affichée à l'écran, donc qui est basée en 5 modules, comme l'a bien décrit Béatrice. Et nous avons fait le choix, pour chaque module, de vous présenter les objectifs, alors de façon, on va dire, synthétique, et d'illustrer ces propos par des exemples concrets. Alors, qui sont issus, comme on l'a dit aussi, de 2 quartiers d'Angers sur lesquels nous avons travaillé. Alors, le premier quartier, c'est le quartier Saint-Lô. Il sera illustré, enfin, tous les exemples du quartier Saint-Lô seront illustrés par Nathan. Alors, le quartier Saint-Lô, c'est un quartier à la fois de logement, pour ceux qui ne connaissent pas, un quartier de commerce, un quartier d'affaires et également un quartier de transit. Parce que c'est le quartier qui intègre de façon dominante la gare d'Angers. Le deuxième quartier sur lequel on va travailler, c'est le quartier de la Roseraie. Et donc, les exemples seront illustrés par Jeanne. C'est un quartier à dominante de logements collectifs et locatifs, avec une mixité culturelle importante. Donc, on voit bien que ce choix n'a pas été fait par hasard, c'est que pour élaborer la méthode, pour la tester, il est important pour nous d'avoir, on va dire, des quartiers qui avaient des physionomies, on va dire, différentes, voilà, qui permet d'apporter une certaine robustesse à la méthode. Alors, on va vous présenter les objectifs, les méthodes et les outils qui nous permettent de répondre en fait à la problématique qui nous a été posée et auquel nous apportons une réponse avec cette méthodologie. Je tiens à dire que effectivement, on va beaucoup s'appuyer sur des exemples pour que ce soit plus concret pour vous, mais vous retrouverez de façon très détaillée, de façon très opérationnelle, toutes ces informations dans le guide, qui est un guide rédigé, écrit, qui sera donc diffusé très prochainement. Alors maintenant, je vais rentrer dans la description précise de la méthode et donc on va traiter les modules les uns après les autres. Donc on va commencer par le module A, zone d'étude et secteur influent. Alors ce module,
a pour objectif principal de définir en fait déjà la zone d'étude, hein, et le secteur influent dans sa dynamique fonctionnelle. Et dès le départ, on a pris conscience que cette dynamique fonctionnelle, qui est finalement un lieu de vie, hein, des habitants, peut être différente des limites administratives. L'objectif est de bien caractériser le quartier avec ses différentes composantes et d'identifier les liens fonctionnels en relation avec le secteur influent. Alors, je vais m'expliquer. Nous devons, pour faire cela, effectuer une analyse spatiale qui permet d'identifier en fait les points stratégiques de cette zone d'étude et d'identifier en fait les rayonnements qu'elle peut avoir, que ces points stratégiques peuvent avoir au sein de cette zone, des rayonnements qui peuvent être d'ordre sonore, qui peuvent être d'ordre visuel, qui peuvent être d'ordre olfactif, et ça va dépendre des zones sur lesquelles nous travaillons, et qui peuvent être déterminants sur la santé, sur le bien-être des habitants. Alors, nous allons aussi identifier dans ce module les axes de communication. Alors, à l'intérieur de la zone d'étude et avec le secteur. Ensuite, nous collecterons toutes les informations sur les habitants, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique et de santé. Alors, bien sûr, si nous disposons de données fiables, et toutes ces données seront utilisées ensuite, dans la suite, on va dire, de la méthode. D'une part, pour identifier les similitudes ou les différences entre la zone d'étude et le secteur influent, et d'autre part, pour identifier les données qui peuvent être pertinentes et fiables, qui peuvent être transposables à la zone d'étude. Je pense particulièrement aux données épidémiologiques, qui sont disponibles sur des échelles assez grandes, qui peuvent être disponibles à l'échelle de la ville, mais qui ne sont pas, ou très rarement, à l'échelle du quartier. Voilà, ce module A est particulièrement important par rapport à l'unité d'échelle étudiée, qui est le quartier. Je me répète, mais je crois que c'est très important, et pour lequel nous avons peu de données facilement disponibles. Donc, je tiens à souligner qu'il est nécessaire d'avoir une application et une collaboration forte avec le maître d'ouvrage ou le commanditaire, qui doit préciser d'une part ses motivations à travailler sur ce quartier et d'autre part les perspectives d'évolution de ce quartier qui peuvent être envisagées au niveau local. Et d'autre part, cette relation avec le commanditaire permettra aussi de nous mettre en relation avec les acteurs locaux. Voilà. Donc après avoir présenté ces objectifs, je vais laisser la parole à Nathan, qui va illustrer ses propos en s'appuyant sur le quartier Saint-Lô. Voilà, donc je vais vous présenter effectivement des illustrations de livrables qu'on a produits dans le cadre du diagnostic du quartier Saint-Lô. Donc là, par exemple, on peut voir la piste chronologique qui nous a servi de support pour proposer un programme, un planning finalement de constitution. Donc, je montre l'enchaînement des différentes phases de la méthode que je présentais tout à l'heure. Alors là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans ce cas-là, l'enchaînement est plutôt libre, mais selon le contexte, selon le jeu d'actes et selon effectivement les moyens à disposition, l'enchaînement peut être totalement différent. Donc, finalement, on peut se retrouver avec des modules qui vont être abordés plus ou moins tôt dans le diagnostic et plus ou moins simultanément. Ce qui est intéressant aussi à voir ici, c'est les réunions de suivi qui vont permettre une fois par mois de cadrer finalement les résultats au fur et à mesure et permettre au comité de suivi de se coordonner pour ajuster finalement la communication, donc on voit tout à gauche, tout au long du projet. Donc pourquoi la communication? Finalement, comme a dit Gilles, ça va être une communication entre les parties prenantes pour véritablement faciliter la mise en œuvre de la méthode, mais également une communication qui va être portée auprès des habitants de façon à diffuser une enquête qui va permettre de récolter un certain nombre de données, donc des données sociodémographiques pour connaître effectivement la composition de l'échantillon et par rapport à la population, et également des données d'ordre sanitaire pour connaître l'état de santé de la population, et aussi des données d'ordre, on va dire, pratique sur les habitudes d'usage et de fréquentation des espaces végétalisés.
Donc c'est pour ça que cette communication elle va être vraiment concertée et facilitée par un certain nombre d'acteurs et amorcée le plus en amont possible dans la méthode. Donc une fois que ce cadrage a été effectué en concertation, on peut s'attaquer à l'analyse spatiale à proprement parler. Donc là, on va s'intéresser à la structure du quartier, sa morphologie urbaine. Et pour cela, on va identifier différents points et axes stratégiques. Donc ce qu'on appelle les axes et les points stratégiques, ça va être des entités dans le quartier qui vont avoir une forte influence sur sa composition, sa structure et sa dynamique. Donc dans le cas du quartier Saint-Lô, comme l'a dit Gilles, le principal point stratégique, c'est la gare, qui est vraiment centrale et qui a une influence très importante dans tout le quartier. Donc, pour l'étudier, on a décidé d'effectuer une analyse sensible. Pour effectuer cette analyse sensible, on s'est intéressé à son bassin visuel, donc le rayonnement visuel de la gare dans le quartier. Donc, pour ça, on a effectué des déambulations autour de la gare et on a relevé les points d'où la gare était directement visible. Donc, c'est les points qu'on voit annotés d'une flèche rouge sur la carte. Donc, ces points ont été relevés dans le périmètre, dans la zone d'étude, donc la zone d'étude qui est tracée ici en pointillé jaune, qui avait été arrêté en concertation avec le maître d'ouvrage. Et ici, les vues en orange représentent les points de vue indirects qui donnent des indices de présence de la gare, comme la signalétique par exemple. Donc cette première approche va nous donner une idée de l'importance de la prégnance visuelle de ce point stratégique dans le quartier. Et on peut reprendre le même principe, cette fois-ci avec le paysage sonore. Donc de la même façon, on va déambuler dans le quartier en relevant depuis lesquels l'activité de la gare est perceptible à l'oreille, donc que ce soit l'activité par les annonces SNCF ou l'arrivée directe des trains. Et on va également relever les points où cette influence n'est plus perceptible. Donc elle peut ne plus être perceptible pour différentes raisons. Ça peut être tout simplement dû à la distance, à l'éloignement, ou tout simplement parce que d'autres sources de bruit peuvent faire l'activité de la gare. Donc par exemple, quand on voit au nord-ouest ici, le passage de la voie rapide qui va produire d'autres sons qui vont interférer avec les sons de la gare. Donc là aussi, on va avoir une idée du rayonnement sonore de la gare. Alors effectivement, selon les contextes, on peut également s'intéresser à d'autres types de perceptions, comme l'a dit Gilles. Par exemple, si on a affaire à un centre industriel, une station d'épuration ou que sais-je encore, ça pourrait être intéressant d'effectuer une analyse du paysage olfactif. Mais voilà, ça c'est des choses, la méthode peut être adaptée selon les contextes. Donc là, je vous parle seulement du quartier Saint-Lô, voilà, c'est pour recadrer un petit peu. Ensuite, on s'est intéressé à l'accessibilité dans le quartier. Donc, pour mesurer cette accessibilité, on a utilisé l'outil des courbes isochrones. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler à l'occasion du confinement. C'est un outil qui a été utilisé par la gendarmerie, qui est proposé par l'Institut national géographique, donc de l'information géographique et forestière, et qui permet à partir d'un point central, d'un point de départ, de calculer une zone d'accessibilité en un temps donné. Donc là, par exemple, les courbes que vous voyez ici couvrent les zones accessibles en 10 minutes à pied et moins. Donc on a ici représenté différents points stratégiques. Donc c'est les points de passage des rails SNCF qui traversent le quartier d'est en ouest. Donc toutes ces approches sensibles vont nous permettre d'affiner finalement la délimitation de la zone d'étude, ici représentée en rouge, et également de son secteur influent, qu'on a représenté ici par un cercle, s'étend dans le reste du tissu urbain. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse spatiale. Maintenant, on va s'intéresser à l'analyse historique et au projet de développement. Donc, comme précisé tout à l'heure, on va s'intéresser aux dynamiques du quartier. Donc, pour ce faire, on va également recourir aux outils proposés par le géoportail de l'Institut national géographique, qui propose de comparer des photographies aériennes anciennes avec des photographies aériennes actuelles de différentes époques, pour effectivement observer l'évolution de l'occupation des sols. Ça va nous donner une idée des dynamiques qui ont été à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui pour mieux comprendre la structure du quartier et son fonctionnement. De la même façon, on va pouvoir s'intéresser aux archives, notamment que ce soit des corpus iconographiques issus des cartes postales anciennes, notamment pour observer l'évolution des formes urbaines. Donc là, par exemple, on voit des cartes de différentes époques qui nous renseignent sur les grands projets urbains qui ont structuré le quartier au fil des années. Donc maintenant qu'on a étudié l'histoire, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est pour vous montrer l'approche vraiment de façon globale. On peut s'intéresser effectivement aux projets actuels et futurs. Donc pour ce faire, on va s'intéresser aux documents de planification, notamment les schémas de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui vont nous donner des indications sur les stratégies de développement
à l'échelle de l'agglomération. Ici, comme on peut le voir, on a une carte qui représente la stratégie de développement de la gare, donc qui a un rayonnement au-delà du simple quartier, mais on aura également accès à des informations qui relèvent du développement à l'échelle de chaque quartier. Donc ça va nous donner une information sur le futur et le devenir de cet espace urbain. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement déterminer un scénario probable d'évolution qu'on va pouvoir analyser au regard de ses atouts, de ses faiblesses, des opportunités et des menaces qui concernent ce quartier, au regard de la santé et de l'environnement. Par exemple, que ce soit des pollutions sonores ou des pollutions des sols qui sont à prévoir ou à prendre en compte parce qu'elles sont déjà existantes, la diversité d'usages, etc., etc. Donc, une fois cette analyse des dynamiques effectuée, on va s'intéresser vraiment à la population de la zone d'étude. Donc, pour ce faire, c'est assez basique. On va s'appuyer sur des données accessibles sur le portail de l'INSEE, donc l'Institut statistique national, qui va nous permettre de savoir à qui on a affaire finalement dans ce quartier. Donc, pour caractériser la population, on a par exemple moyen de cartographier la proportion de ménages locataires, la proportion de résidents depuis plus de 5 ans, la proportion d'habitat collectif. Il existe bien d'autres données, mais là, je vous en montre qu'un échantillon à titre d'exemple. Donc, à partir de là, on va également pouvoir dresser un profil socio-démographique de la population en s'intéressant à différentes échelles aux catégories d'âge et aux catégories socio-professionnelles ainsi qu'aux revenus médians disponibles. Donc, on va pouvoir de cette façon comparer les profils socio-démographiques entre l'échelle de la zone d'étude, l'échelle du secteur influent et éventuellement l'échelle de la ville. Donc, à partir de là, on va pouvoir vérifier s'il y a des similitudes ou des différences significatives du point de vue socio-démographique, ce qui va nous permettre de faciliter l'interprétation des résultats futurs dans les modules suivants. Donc, en ce qui concerne l'état de santé de la population, comme présenté tout à l'heure, on va s'appuyer sur des données épidémiologiques accessibles en open data. Donc, l'avantage de ces données, c'est qu'elles sont gratuites, libres d'accès, et elles permettent de comparer finalement l'état de santé d'une population à partir de nombreux indicateurs. Donc là, par exemple, on a le panier d'indicateurs socio-sanitaires territoriaux qui est proposé par l'Observatoire régional de santé des Pays de la Loire et qui permet effectivement de comparer l'état de santé à différentes échelles, de l'échelle départementale, régionale ou de l'agglomération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces données ne sont pas forcément accessibles à une échelle suffisamment fine pour brosser un portrait précis de l'état de santé de la population de la zone d'étude, mais ça nous permet déjà d'avoir un aperçu du contexte dans lequel s'inscrit cette population. Alors ensuite, on va s'intéresser à l'environnement dans lequel s'inscrit la zone d'étude, donc l'environnement végétal. Pour ce faire, on va pouvoir s'appuyer sur des cartes, des cartographies, des photographies aériennes qui vont être traitées par une analyse par l'indice NDVI. Donc NDVI, c'est un acronyme qui veut dire indice de couvert végétal par différence normalisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que permet cet indice, c'est finalement de visualiser tout type de végétation, indépendamment du fait que ce soit par exemple des prairies, des champs, des forêts. On voit toute la végétation selon son état hydrique et son activité photosynthétique. Donc ça va nous permettre de prendre en compte de façon assez précise les parcs urbains, les jardins publics, mais également les friches ou la végétation spontanée qui pousse sur les trottoirs, par exemple, ou dans les friches. Donc, c'est un outil qui nous permet de voir effectivement l'environnement végétal dans lequel évoluent les habitants. Donc là, on a représenté par un rayon de 5 km autour du quartier l'accessibilité finalement de ces espaces végétalisés. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser plus en détail à chaque type de végétation selon une typologie qui a été tirée de la littérature scientifique. Donc, on va s'appuyer sur des bases de données cartographiques comme Corinne Landcover, par exemple, qui vont nous permettre de visualiser de même l'accessibilité, par exemple, des forêts, des éléments de campagne, des parcs urbains, des petits éléments végétalisés ou des trames bleues, qui sont des types de végétation et d'espaces naturels qui vont avoir une influence potentielle sur la santé des habitants. Donc, c'est des types de végétation qui ont été sélectionnés à partir de la littérature scientifique.